Alors il y a des instruments dont l'Union européenne s'est dotée, des instruments pour lui permettre de surveiller un peu tout ça. Elle pilote un peu tout ça à distance. Certaines réformes du marché du travail en Italie et en Espagne ont été très bizarrement prescrites par la BCE, donc c'est la Banque Centrale Européenne, dont c'est pas du tout le travail, puisque elle, son travail, c'est la monnaie. Mais à la faveur des crises, de la crise de la dette en 2011-2012, elle s'est dit, ben tiens, les dettes des pays du Sud sont attaquées, je suis la seule à pouvoir leur éviter la faillite, donc je vais mettre la pression à mort. Et la BCE, qui normalement ne s'occupe pas du marché du travail, c'est pas du tout son travail, a envoyé malgré tout des consignes au gouvernement italien et au gouvernement espagnol, qui ont été d'ailleurs très difficiles à retrouver parce qu'elles n'ont jamais vraiment été publiées, jusqu'à ce qu'elles le soient. Maintenant, ces lettres sont disponibles. C'était à l'époque de Jean-Claude Trichet, me semble-t-il. Il leur a clairement été dit à l'Espagne et à l'Italie, vous réformez ça, ça et ça, parce que sinon, on ne vous aide pas. Voilà. Donc c'est une menace très explicite, en fait. Mais dans un fonctionnement plus normal, c'est-à-dire quand on n'est pas dans une crise avec urgence rouge, il y a quand même des mécanismes de contrôle qui sont dévolus à la Commission européenne. Il y a toujours eu dans les traités l'idée selon laquelle la Commission devait tous les ans envoyer des consignes aux États membres. C'était les grandes orientations de politique économique, mais elles étaient très peu contraignantes, mais elles ont toujours contenu des recommandations de deux types. Il faut baisser le coût du travail et il faut maîtriser les dépenses publiques. Voilà. C'était peu contraignant, mais au fur et à mesure que le temps a passé, de nouveaux instruments se sont développés. Au début des années 2000, il y a eu un truc qui a été mis en place, qui s'appelle maintenant la stratégie. C'était la stratégie de Lisbonne à l'époque. Ça s'appelle maintenant la stratégie Europe 2020. On a inventé d'autres outils de pilotage, les lignes directrices pour l'emploi, les lignes directrices intégrées, qui sont d'autres documents que Bruxelles envoie aux États, si vous voulez, ce ne sont pas des documents qui sont véritablement contraignants, mais ils sont nombreux, ils arrivent de partout et ils vont tous dans le même sens. Donc c'est une pression un peu continue, quoi. On sent quand même, à travers ces documents et leur abondance et leur connotation, qu'il y a un fil directeur. C'est vraiment les deux trucs, c'est baisser le coût du travail, maîtriser la dépense publique, toujours. Et puis, les derniers instruments qui ont été développés, qui sont de même type, l'ont été dans le cadre de ce qu'on appelle le semestre européen, qui est une sorte de calendrier qui a été mis en place en 2011, je crois, dans le but de renforcer le pacte de stabilité, qui existait, mais qui a été de nombreuses fois violée, notamment par la France et par l'Allemagne, quand elles y ont trouvé leur intérêt. Une fois que l'économie allemande était redressée, les Allemands ont jugé que maintenant, il fallait appliquer le pacte de stabilité et l'appliquer très fort. Donc, on a mis en place il a été mis en place ce calendrier de travail commun à la Commission européenne et aux États, et qui fait communiquer les deux échelons. En réalité, à des échéances régulières, la Commission envoie des documents aux États membres en leur faisant des recommandations, en leur prescrivant des choses, et les États membres lui répondent par des programmes de réforme. Oui, nous allons faire ça, nous allons faire ceci, nous nous engageons à faire cela. Et c'est assez ambigu comme relation, parce que la Commission européenne n'a pas de moyens de contrainte, mais en réalité, les États membres, souvent, utilisent ces documents pour y faire mettre ce qu'ils souhaitent y voir. Donc c'est assez ambigu aussi. Je suis quasiment sûre que Macron, il n'est pas mécontent qu'on lui ordonne de faire ça, puisque ça correspond aussi à sa façon de voir les choses et à son orientation politique. Voilà, donc je ne rentre pas plus dans le détail de ces innombrables documents qui relèvent d'un dialogue entre les États membres et Bruxelles. Simplement, l'idée est quand même toujours la même, hein, et le droit du travail, on demande aux États membres en permanence
par un biais ou par un autre, de l'assouplir, de le flexibiliser, de baisser les charges. Par exemple, au mois de mai, la France a reçu un document lui expliquant que le CICE, c'était très bien, mais qu'il ne fallait surtout pas hésiter à aller au-delà. Et tout à l'avenant.